La conteuse. Raconte-moi une histoire, douce mère, sur les ancêtres et leur époque, sur leur façon de cheminer avec beauté, en apprenant les voies médecines. Quand tu racontes leurs histoires, cela me permet de voir l'importance de chaque leçon et comment elle s'applique à moi. À travers l'exemple de nôtre, je partage ses rires et ses larmes. À travers l'expérience de nôtre, j'apprends comment l'amour peut l'emporter sur la peur. Ensemble, nous pouvons voyager au cœur de ces autres époques, en faisant nôtre toute la sagesse des héritages jusque-là oubliés. La mère de clan du 6e cycle lunaire. La conteuse est la mère de clan du cycle lunaire qui tombe au mois de juin et qui est représentée par la couleur rouge. La conteuse nous enseigne à avoir foi, à être humble et à rester jeune de cœur en gardant intacte notre innocence. Ce sont là quelques-unes des médecines qui se trouvent dans la couleur rouge. Le 6e cycle de vérité gardé par cette mère de clan est celui de parler en vérité. La conteuse apprend à ses enfants humains à parler à partir de leur cœur, à toujours dire ce qu'ils veulent exprimer de façon authentique, claire et concise. Cette mère de clan est l'enseignante de la vérité et l'éclaireuse qui nous montre que la foi nous est nécessaire pour trouver notre chemin à travers la forêt illusoire de nos propres confusions. La conteuse nous apprend que dire ce qui est vrai est la base de la tradition orale qui garde vivante la sagesse universelle qui traverse le temps. Les leçons durement apprises qui ont guidé de façon sûre d'autres êtres humains sur la voie rouge de leur vie physique s'appliquent à tous les êtres humains parce qu'elles sont basées sur des vérités éternelles. La conteuse nous apprend de quelle façon utiliser l'humour pour chasser nos peurs et équilibrer le sacré avec l'irrévérence. Lorsque nous pourrons rire de notre humanité et de nos tentatives insensées pour maintenir nos limitations, nous aurons vaincu les démons que nous avons nous-mêmes fabriqués et qui nous ligotent à nos grands drames, ainsi que notre besoin de nous créer des bouleversements en permanence. À travers l'écoute des histoires des autres et de la façon dont ils ont abordé les leçons qui se sont présentées sur leur chemin, nous devenons capables d'ouvrir notre perspective sur nos propres rites de passage sur Terre. Cette mère de clan est aussi la détentrice de la médecine Heyoka, qui nous joue des tours, qui nous font grandir par le rire. Le Heyoka peut nous montrer comment atteindre la complétude que notre Oranda désire en passant par la porte de derrière ou en allant en sens contraire d'une leçon quelconque. L'essence spirituelle ou Oranda voit plus loin que le tunnel de la vision humaine et peut travailler avec la médecine Heyoka jusqu'à ce que nous puissions aller au-delà de nos résistances et vaincre notre obstination. Le Heyoka va faire le clown en nous donnant de subtiles leçons sur lesquelles nous pouvons réfléchir ou que nous pouvons ignorer. La conteuse sait aussi tisser une histoire qui met en scène les caractéristiques des leçons de vie d'une personne sans la montrer du doigt pour autant. La personnalité Heyoka de la conteuse piège alors son auditoire, qui assiste en toute sécurité à ce qui se passe dans sa propre situation, mais en étant en position d'observateur, au lieu d'avoir à s'y confronter de plein fouet. La conteuse utilise les dons de la sagesse offertes par les anciens, aujourd'hui donnés en esprit pour présenter les vérités qui ont aidé ses ancêtres. Lorsque la vérité a été utilisée pour résoudre des problèmes ou pour faire face aux défis de la vie, ces vérités sont à partager avec les générations futures. La conteuse et son cycle lunaire sont connectés à la couleur rouge, parce que le sang est rouge. Les leçons de sagesse de tous les ancêtres humains sont codées dans l'ADN du sang. Selon la médecine amérindienne traditionnelle, le sang a toujours été reconnu comme le flot de vie qui coule dans notre corps et qui nous permet de reconquérir la connaissance des anciens sages qui sont venus avant nous.
Il a fallu attendre l'époque moderne pour que les scientifiques découvrent que l'ADN porte des empreintes génétiques, mais ils n'ont pas encore découvert que l'on peut aussi accéder à la pensée collective et à l'esprit de la race humaine par le sang et à travers des schémas d'ADN de toutes cellules d'un corps humain. La conteuse permet à chaque auditeur d'entendre des histoires qui racontent comment d'autres ont trouvé la vérité dans leur vie. Grâce à ces paroles de vérité, cette mère de clan nous enseigne à parler à partir de notre vérité personnelle et de notre point de vue sacré si on nous demande notre avis. Mais quand on ne nous demande pas de faire un commentaire, elle nous apprend à écouter sans avoir à ajouter notre opinion qui n'est pas désirée. La gardienne des histoires médecine nous rappelle que dire ce qui est vrai ne blesse jamais personne si c'est fait avec amour, et si nous n'y mettons pas les projections de notre rectitude personnelle, ni les jugements mesquins que nous utilisons souvent pour nous critiquer nous-mêmes. Dire ce qui est vrai est un art qui n'inclut jamais de juger l'autre. Désigner du doigt quelqu'un laisse toujours 3 doigts pointés en arrière vers l'accusateur. Cette sorte de jugement ne permet jamais à la personne qui est la cible des critiques de trouver la vérité qui la concerne. Comme la conteuse, quelqu'un qui veut dire ce qui est vrai sans désigner du doigt qui que ce soit peut partager une histoire racontant la façon dont il ou elle a appris une leçon ou réussi à traverser une crise. Cette enseignante de la vérité nous rappelle que ceux qui émettent des demi-vérités, qui brisent la confiance d'une confidence qu'on leur a faite, ou qui sont à l'origine de rumeurs, agissent ainsi parce qu'ils sont blessés. À cause de leur inaptitude à parler vrai, même à eux-mêmes, ils projettent des mensonges et les illusions qui sont inhérents à leurs blessures sur le reflet humain le plus proche ou la première situation qu'ils peuvent trouver. L'art du conte. La conteuse regarda les visages des enfants qui s'étaient regroupés autour d'elle pour écouter les histoires qu'elle allait partager avec eux, le conseil de sa tribu du peuple tout petit. Le feu se reflétait sur le visage attentif des petits, donnant à la conteuse une audience d'admirateurs ravis. L'amour qu'ils portaient à la conteuse venait de la façon respectueuse dont la mère de clan les traitait. Elle avait enseigné aux précédentes générations de nombreux clans et tribus que les enfants étaient des esprits accomplis dans de petits corps. Le conseil des enfants était donc devenu le conseil du peuple tout petit. Le ciel de la nuit était sans lune et l'on pouvait voir des milliers d'étoiles. Au cours de ce sommeil, le nouveau cycle lunaire de la lune des maturités commençait. Le bol médecine étoilé du ciel de la nuit donnait à chacun la sensation que quelque chose de prodigieux était sur le point d'avoir lieu. La brise amenait le doux parfum des fleurs de mimosa qui pendaient des branches du cercle d'arbres autour de la hutte de la mère de clan. Des vers luisants dansaient en zigzag dans l'air auprès des grands roseaux, des pieds de menthe sauvages et du ruisseau bordé de trèfles rouges qui serpentaient à travers le campement. De temps en temps, des lucioles scintillaient en tremblant dans la chaude nuit d'été. La conteuse décida que c'était le moment parfait pour partager l'histoire qui raconte comment la luciole a eu sa lumière qui clignotait. Les enfants, qui constituaient le conseil du peuple tout petit, étaient enchantés de voir la mère de clan, les étoiles et la danse des lucioles, sans pouvoir décider de ce qui était le plus intéressant pour leur esprit curieux. « Nawe Skenyo, merci d'être en bonne santé !» commença la conteuse avec la salutation traditionnelle qui ramena à elle l'attention dispersée des enfants. Les petits savaient que ce salut était le signe officiel qu'il était temps pour eux de s'installer par terre, de rester très tranquilles et d'écouter sans interrompre.
La conteuse ne racontait que des histoires courtes à ce conseil du peuple tout petit, parce que les plus jeunes, qui avaient à peine 3 ans, avaient une capacité d'attention bien moindre que les plus grands qui faisaient aussi partie du conseil. Lorsqu'ils dépassaient leur 11e été, les garçons allaient dans le conseil des jeunes guerriers et les filles rejoignaient le conseil du papillon qui les préparait, tels des fleurs en bouton qui s'ouvrent, à la transformation qui leur permettrait de s'épanouir en devenant des femmes. La conteuse s'éclaircit la gorge et commença à raconter. Il y a bien des lunes. On connaissait la luciole sous un autre nom. C'était une étoile et son nom était celui qui oublie de scintiller. Ce petit frère étoile faisait partie de la grande nation des étoiles et il vivait avec ses 7 sœurs qui brillent toujours avec éclat là-haut dans le ciel. La conteuse désigna les 7 étoiles de la constellation du Grand Bison en montrant aux enfants où la voir. Les 7 sœurs étoiles sont les gardiennes des 7 directions sacrées, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, en haut, en bas et à l'intérieur. Elles nous apprennent à tous, dans la tribu humaine, à honorer l'abondance que le grand bison nous apporte avec chacune de ses directions. Celui qui oublie de scintiller était toujours triste parce que ses sœurs avaient la mission de garder pour le grand bison les 7 directions sacrées, alors qu'il n'était pas sûr de sa mission à lui. Il en était si triste que parfois il laissait sa lumière disparaître, et c'est ainsi qu'il reçut le nom de celui qui oublie de scintiller. Durant un sommeil, alors que grand-mère Lune montrait sa face ronde et pleine, celui qui oublie de scintiller lui demanda la permission de quitter la nation du ciel pour se rapprocher de Mère Terre et pour en savoir davantage sur le but de sa vie. Grand-mère Lune lui dit qu'il pouvait y aller, mais qu'il devait faire attention à ne pas s'approcher trop près de la Terre, car le magnétisme de Mère Terre pourrait le retenir et l'empêcher de revenir chez lui. Celui qui oublie de scintiller fut d'accord pour faire attention et pour ne voyager que là où il serait en sécurité. Durant le sommeil qui suivit, il traversa la nation du ciel jusqu'à se trouver suspendu dans les nuages au-dessus de la montagne sacrée. Son cœur était très heureux parce qu'il pouvait voir tous les petits frères et petites sœurs de la tribu des animaux jouer à la clarté de la lune. Il appela frère Coyote et lui demanda s'il pouvait se joindre à lui pour jouer. Le coyote était connu de tous les autres animaux comme le filou, mais celui qui oublie de scintiller ne connaissait rien sur les enfants de la terre parce qu'il n'avait été nulle part ailleurs que dans la nation du ciel. Ce filou de coyote lui cria qu'il serait enchanté si son petit frère Étoile voulait jouer avec lui, mais qu'il pensait qu'il était bien trop éloigné de lui pour ça. Celui qui oublie de scintiller réfléchit un moment, puis décida de venir plus près, en dansant dans le ciel, tandis que le coyote dansait avec lui sur la terre. Le coyote commença à parler au petit frère Étoile très doucement et l'incita à se rapprocher de plus en plus pour qu'il puisse entendre ce qu'il lui disait. Ces paroles amicales, de plus en plus douces, attirèrent la petite étoile hors du ciel jusqu'à ce qu'elle vienne flotter juste au-dessus de la tête du coyote. La conteuse s'arrêta un court moment, laissant tous les enfants se demander ce qui pourrait bien arriver ensuite. Quand tous ces visages aux yeux écarquillés furent rivés aux siens, elle éleva la voix de plus en plus et finalement cria pour raconter le passage le plus effrayant. « Alors, ce misérable vieux filou attrapa celui qui oublie de scintiller et l'avala. » Les enfants en eurent le souffle coupé,
Quelques-uns poussèrent un cri aigu, oubliant toute retenue pour un instant. « Eh bien, je suppose que vous imaginez tous combien la petite étoile fut terrifiée de se retrouver dans le ventre du filou. Ça n'allait vraiment pas. Le petit frère qui avait oublié de scintiller ne savait pas le moins du monde comment il allait se sortir de cette histoire sain et sauf. À peu près au moment où le coyote avalait le petit frère étoile, grand-mère Lune avait abaissé son regard et remarqué que celui qui oublie de scintiller n'était plus visible nulle part. Elle s'était mise à chercher encore et encore, mais elle n'avait pas vu où il pouvait être. Comme elle se faisait du souci, elle envoya les étoiles filantes, qui étaient ses éclaireuses, à la recherche du petit frère. En ces temps anciens, le peuple des comètes était des messagers qui pouvaient aller et venir depuis la grande nation des étoiles. Les étoiles filantes recherchèrent donc le petit frère du haut en bas du ciel sans pouvoir le trouver. À l'intérieur du ventre du filou, le petit frère étoile était effrayé, mais il savait que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de se rappeler toute la sagesse que ses 7 sœurs lui avaient enseignée, sinon il risquait de ne jamais les revoir. Au bout d'un long moment, il finit par se souvenir pourquoi on l'avait appelé celui qui oublie de scintiller. Il avait toujours eu peur que sa lumière ne soit pas aussi jolie que celle de ses sœurs. Alors, il faisait seulement clignoter une petite lueur par-ci, par-là. Maintenant qu'il était prisonnier dans le ventre du coyote, il comprit que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de faire confiance à son pouvoir de briller fortement. Alors, il se rebiffa et envoya toute sa lumière à l'intérieur de son petit corps d'étoile, s'illuminant lui-même et brillant de la façon la plus étincelante qui lui était possible. Le filou se rendit compte que la plaisanterie se retournait contre lui au moment où soudainement toute sa fourrure s'alluma comme grand-père soleil. Il courut comme un fou, en essayant de se cacher des comètes que grand-mère Lune avait envoyées en éclaireuse pour retrouver leur petit frère. Le filou avait repéré ces étoiles filantes qui décrivaient de grands cercles au-dessus des prairies pour chercher à voir celui qui oubliait de scintiller. Le vieux coyote avait cru qu'il pourrait berner les éclaireuses aussi facilement qu'il avait trompé leur petit frère. Mais à présent, l'insaisissable filou était devenu si lumineux qu'il n'y avait aucun endroit où courir se cacher pour que les étoiles venues en éclaireuse ne le repèrent pas. Pris de panique, le filou ouvrit grand sa gueule et cracha petit frère étoile, puis détala. Les étoiles filantes répandirent aussitôt cette nouvelle auprès du peuple des nuages, qui la raconta à ceux du tonnerre, qui la répétèrent aux éclairs bâtons de feu. Oui, ce misérable vieux filou méritait de goûter à sa propre médecine. Très en colère, les amis de petit frère étoile se rassemblèrent dans la nation du ciel. Ils fomentèrent des orages et emplirent le peuple des nuages d'êtres de glace et de gouttes de pluie pour tremper et cogner le coyote avec leurs corps d'eau et de glace. Ino, le chef du tonnerre, cracha et gronda ses rugissements, et l'oiseau tonnerre fit battre ses ailes géantes, ce qui produisit un bruit colossal qui arrêta net le filou, tremblant de peur. Pendant ce temps, dans la prairie, le petit frère étoile était devenu prisonnier du magnétisme de Mère Terre. Il ne pouvait plus se détacher du sol et rentrer chez lui. Il continuait à briller magnifiquement, de telle sorte que ses amis du ciel pouvaient voir où il était, mais personne ne pouvait le secourir, sous peine d'être aussi attrapé par le magnétisme de la planète Terre. Il appela donc Mère Terre et lui demanda de le libérer, puis il attendit sa réponse. L'orage qui se déversait en traversant la campagne de part en part donna au filou une bonne occasion de filer dès qu'il retrouva enfin l'usage de ses pattes. Il décampa pour éviter les billes de glace et la pluie glaciale qui tombait sur lui.
Des éclairs venaient se fracasser tout près de lui, et pour finir, un bâton de feu le toucha et mit le feu à sa queue. Le coyote courut à n'en plus pouvoir, en essayant de trouver comment leurrer l'équipe du ciel pour qu'il le laisse tranquille. De son côté, Petit Frère Étoile entendit enfin Mère Terre qui lui parlait au milieu des bruits des êtres du tonnerre. La voix de Mère Terre voyageait sur les vents rageurs qui accompagnaient l'orage que ses amis avaient fabriqué. « Toi, qui oublies de scintiller, il va falloir que tu vives avec les enfants de la Terre à présent. Si je relâchais mon magnétisme, tu pourrais rentrer chez toi. Mais alors, tous mes enfants se détacheraient de la surface de la Terre et ils iraient voler dans le ciel. Tu portes la responsabilité d'avoir oublié de suivre le conseil de grand-mère Lune et son avertissement. Il n'y a pour moi aucune façon dont je pourrais t'aider sans nuire à mes autres enfants. Tu dois donc rester ici avec nous et décider quelle sorte d'être de la nature tu aimerais devenir. » Celui qui oublie de scintiller était triste, mais il savait que Mère Terre avait raison. Il n'avait pas fait attention et il s'était laissé piéger parce qu'il avait ignoré l'avertissement de grand-mère Lune, mais il voulait faire encore partie de la nation du ciel. Être au-dessus pour voir d'en haut le monde comme il l'avait toujours fait quand il vivait avec ses 7 sœurs. Il savait maintenant qu'il n'oublierait jamais plus de faire briller sa lumière de façon étincelante, parce qu'il voulait que ses amis du ciel sachent où il était et qu'il n'oubliait pas sa famille. Aussi décida-t-il de dire à Mère Terre qu'il voulait être une créature volante qui puisse briller comme une étoile. Mère Terre fut d'accord et le changea en une petite bête qui avait des ailes de la tribu des insectes. Elle mit une minuscule étoile sur sa queue pour qu'il puisse scintiller aux yeux de ses amis du ciel et pour que tous les autres petits frères et petites sœurs de la grande nation des étoiles puissent se souvenir de ce qui pouvait leur arriver s'ils ne prêtaient pas attention à la sagesse de leurs aînés. Encore de nos jours, si le coyote entend le tonnerre ou voit une luciole, il va prendre peur et se sauver. Le filou se rappelle que les bâtons de feu ont mis le feu à sa queue et qu'il a dû sauter dans une mare pour l'éteindre. On dit que les bâtons de feu et les êtres du tonnerre ont joué ce tour au coyote pour rendre victorieux le petit frère étoile et lui faire honneur. C'est ainsi que celui qui oublie de scintiller reçut le nom de ver luisant. Sa queue de luciole s'éclaire pour rappeler au coyote la seule équipe qui l'ait jamais piégé en mettant le feu à sa queue. Lorsque la queue de la luciole s'illumine, nous, les 2 jambes, nous nous rappelons qu'il est bon de laisser notre médecine briller et de garder une lueur dans notre regard afin que le filou ne puisse pas nous rouler en nous ramenant à suivre un chemin tordu. Tous les enfants étaient assis bouche bée, les yeux écarquillés, fascinés par la conteuse, savourant la richesse de l'histoire du petit frère étoile. Les frères et sœurs aînés s'approchèrent pour ramener les tout-petits dans leur hutte et les apprêter à la venue du marchand de sable. Ils avaient tous entendu la conteuse raconter l'histoire du marchand de sable, et ils savaient qu'après l'histoire du soir, il allait venir saupoudrer son sable dans leurs yeux pour les endormir. Si les enfants étaient encore éveillés, le marchand de sable ne serait pas content, et leurs rêves ne seraient pas de jolis rêves. Mais s'ils étaient prêts pour la nuit, le marchand de sable apporterait des rêves heureux aux tout-petits. Tout le monde voulait faire de beaux rêves, et c'est pourquoi la tribu n'avait jamais eu de difficulté à faire mettre aux enfants leur tenue de nuit bien chaude pour qu'ils puissent partir au pays des rêves. La conteuse suivit du regard le départ du conseil des tout-petits avec leurs parents et leurs frères et sœurs aînés. Leur petite voix lui disait « Nawe, Axo, Ogade Netgado, merci grand-mère, je me suis bien amusée. » La mère de clan accueillit ses remerciements et ses adieux, et elle se disposa à se retirer dans sa hutte.
Elle adressa sa reconnaissance silencieuse au grand mystère pour la richesse que les enfants apportaient dans sa vie et pour les dons qu'elle pouvait transmettre aux tout-petits en leur offrant ainsi des bases solides qui les soutiendraient dans leur croissance. Elle fut tirée de ses pensées par le hurlement du loup qui cheminait toujours à côté d'elle en esprit. Son totem lui donnait la capacité de créer de nouveaux chemins pour apprendre et enseigner. Les loups des bois, qui vivaient en meute dans les collines au-dessus de la rivière, étaient devenus ses amis depuis les nombreuses lunes de maturité où la tribu venait s'installer auprès de la rivière. Elle avait souvent observé leur façon de chasser et de jouer alors qu'elle explorait les collines là-haut. Elle éleva la voix pour saluer ses frères et sœurs en leur retournant leur salut par un hurlement semblable au leur. Ils répondirent de nouveau au salut de la mère de clan, lui indiquant que le marchand de sable lui faisait signe de se reposer et de régénérer son corps pour qu'elle puisse rêver des joies qu'elle rencontrerait le soleil suivant. Plus tard, la conteuse, enveloppée dans son vêtement de nuit, rêva de la pie, parfois appelée le petit aigle noir. Dans son rêve, la pie chevauchait le bison, en se régalant des insectes qu'elle ramassait sur sa fourrure. Le noir et le bleu sombre irisé des plumes de la pie brillaient à la lumière du soleil, rehaussés des touches blanches qui ornaient ses ailes et sa queue. Dans le rêve, la pie lui enseigna sa médecine qui était le don de soulager la douleur des autres. Elle apprit à la conteuse que les sensations inconfortables que l'on pouvait sentir dans le corps étaient un avertissement indiquant qu'un changement était en train de se produire. La pie lui raconta que certains deux jambes refusaient d'éprouver quelque sorte de gêne physique, que ce soit parce qu'ils ne comprenaient pas que les frissons et la fièvre, par exemple, sont la façon dont le corps se débarrasse de certaines limitations. Une fois que ceux de la tribu humaine comprenaient les leçons de croissance que constituaient ces difficultés gênantes, la pie leur envoyait son esprit pour les soulager des désagréments physiques et de la douleur. Comme l'aigle dont elle portait le nom, la pie montrait aux deux jambes comment trouver la liberté. L'aigle enseignait la liberté de l'esprit et la pie enseignait comment permettre à la compréhension et la liberté de l'esprit de pénétrer dans le corps. Dans le rêve, la conteuse était l'auditoire, de la même façon que les enfants étaient ses auditeurs à l'état de veille. La protectrice de l'humour faillit se réveiller en éclatant de rire lorsqu'elle entendit la pie rabâcher à propos de sa cousine des régions tropicales de l'île de la Tortue. La pie décrivait sa cousine ailée comme possédant le plus gros bec imaginable et des plumes aux couleurs brillantes. Du fait que le bec de cette cousine était si gros comparé à son corps, elle était connue pour mettre son nez dans les affaires de tout le monde. Mais en fait, elle repérait tout ce qui risquait de faire du mal. La pie nomma sa cousine le toucan, et elle lui expliqua que sa médecine, c'était d'être le système d'alarme de la jungle. Il arrivait que la cousine toucan visite parfois les rêves de ceux de la tribu humaine qui vivaient loin, très loin d'elle, pour les rendre plus observateurs. Lorsqu'un ennui ou un danger s'annonçait, le toucan traversait la jungle dans le monde tangible, ou bien il envoyait son esprit voler à travers le temps du rêve pour donner l'alerte à ceux qui devaient tenir compte du danger qui leur signalait ainsi. La pie suivait presque toujours le toucan, volant à travers les rêves des humains pour leur montrer comment éviter les leçons douloureuses qu'ils rencontreraient s'ils n'étaient pas conscients des signaux d'alerte ou de danger qui se présentaient sur leur parcours de la voie rouge de la vie. Petit aigle noir dit à la gardienne des histoires médecine à quel point les avertissements de sa cousine au gros bec pouvaient aider les humains
à prendre conscience de situations où ils risquaient de perdre leur sentiment de bien-être. Le toucan envoyait un avertissement dans les cas où leur vie était menacée, pour rappeler dans leurs rêves aux imprudents que la vigilance pouvait leur éviter d'être blessés physiquement. Comme le toucan vivait dans une partie très éloignée de l'île de la Tortue, c'est au travers le rêve que la pie avait présenté sa médecine à la mère de clan, donnant connaissance à la conteuse de cette médecine du toucan pour qu'elle bénéficie de sa protection si jamais elle en avait besoin. La conteuse remercia le petit aigle noir de la lui avoir présentée et pour les leçons qu'elle venait ainsi de découvrir dans son rêve. Lorsque la conteuse s'éveilla, elle constata que la lumière de grand-père Soleil ne gratifiait pas encore le ciel matinal. Aussi resta-t-elle allongée en silence, réfléchissant à la médecine qu'elle avait reçue pendant la nuit. Sa tête s'emplissait d'histoires qui se succédaient en lui apportant de nouvelles façons de partager la sagesse qui lui avait été offerte. Elle éprouva une sensation de renouveau en respirant l'odeur des plantes couvertes de rosée que lui apportait la brise du matin. Elle écouta la chanson de l'eau de la rivière qui courait auprès de sa hutte et se sentit heureuse. Les traditions orales continueraient à vivre aussi longtemps que ceux qui parlaient le langage des vérités éternelles continueraient à les transmettre de génération en génération, donnant aux enfants humains sur Terre une façon de comprendre leur vie. C'était un bonheur de participer à ce legs oral, et c'était un grand bonheur que les animaux qui enseignent veuillent bien partager leur médecine avec elle, pour qu'elle puisse la transmettre à travers les contes qu'elle racontait. La gardienne des histoires médecine ferma les yeux un moment et vit l'esprit de son nouvel ami le toucan. Silencieusement, elle laissa ses pensées demander au toucan si cet être ailé avait envoyé son esprit auprès d'elle pour une raison particulière, ou s'il était simplement venu la saluer au moment où un nouveau soleil se levait. Le toucan parla à la conteuse, il lui murmura un message qui resterait pour toujours dans la mémoire de la protectrice de l'humour. « Mère, je suis venu te dire que bien des changements vont arriver aux deux jambes durant le prochain passage entre les mondes. Mon avertissement est double. Si les enfants de la terre oublient de rire d'eux-mêmes, ils courront à leur perte lorsqu'ils poseront des actes avec un sérieux qui étrangle le sens du jeu et du rire. La tribu humaine a besoin qu'on lui montre comment l'humour peut désamorcer des situations qui pourraient être douloureuses ou même destructrices. Si les hommes oublient d'équilibrer le sacré avec l'irrévérence, leur joie de vivre sera perdue. La seconde partie de mon avertissement concerne la préservation des traditions orales. Lorsqu'une histoire qui contient la vérité se transmet à travers les générations et contient une vérité, les voies avisées de la médecine qu'elle propose continuent de soutenir les humains dans leur croissance à travers le temps. Laisser ces histoires s'éteindre serait une injustice. Les enfants de la Terre changeront et certains perdront leur connexion au monde de la nature. Mais même si c'est seulement à travers leurs rêves, les histoires médecines les maintiendront connectés au reste de leur famille planétaire. Celui ou celle qui peut dire ce qui est vrai en racontant un conte qui offre aux auditeurs une manière de réfléchir sur leur vie, et sans accuser qui ou quoi que ce soit, détiendra ma médecine des avertissements. Et si ces avertissements permettent à ceux qui l'écoutent de revenir à l'équilibre dans leur vie, alors ils parviendront à la complétude. La conteuse remercia le toucan pour son double avertissement, puis elle montra à son amie à plume qu'elle avait vraiment compris ce message en lui répliquant. Ainsi, ma sœur céleste au gros bec, je dois me souvenir que si l'on ne met pas en application la sagesse contenue dans le récit des contes,
on pourrait bien se retrouver dans la situation d'avoir à montrer sa queue au monde. La conteuse et l'esprit du toucan rirent de bon cœur. La lumière du soleil traversait la grisaille d'avant l'aube. La sévérité des conseils avait été prise à cœur et comprise. Oui, une existence déséquilibrée risquait d'amener de dures leçons avec la douleur et le chagrin qui pouvaient en résulter, mais le rire avait triomphé des nuages noirs que représentaient les limitations humaines. Ces nuages qui étaient presque parvenus à cacher les joies que l'on peut découvrir dans le fait d'être un humain. Comprenant cela, la conteuse désira faire face au futur avec ses enfants, en n'oubliant pas que chaque être humain devait découvrir ses vérités par lui-même, afin que son esprit puisse évoluer. Elle sut que ces histoires seraient un réconfort pour ceux qui se sentiraient fatigués sur le chemin sacré, et que pour cette raison, elle leur en ferait cadeau. Ainsi, la vérité de la sagesse continuerait à se dire. La parole des traditions sacrées se perpétuerait et elle ne disparaîtrait jamais.